Pourquoi l'Afrique est-elle entrée dans l'histoire sans nous, sans les Occidentaux? C'est notre grand angle. Et cette question, elle est posée par Sonia Le Gouriellec dans ce petit livre et vous y répondez point par point, donc livre paru aux éditions Enquête d'ailleurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de paix en Afrique et plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique. Et avec nous, donc Jean-François Akanji-Kombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public et donc président du CRT, Conseil de résistance et de transition centrafricain, puisque vous venez de République centrafricaine. Alors bien sûr, on va revenir avec vous sur la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Elle s'est achevée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et une petite phrase a retenu l'attention des médias français, notamment, écoutez. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Voilà, alors Sonia Le Gouriellec, vous revenez sur la politique française dans votre livre et vous dites qu'elle est floue, on ne sait pas exactement ce que veut la France dans ce qui n'est plus son précaré. Vraiment, le président français l'a redit. Alors là, est-ce qu'il est plus clair ? Alors, je ne sais pas s'il est plus clair, il est très certainement sincère. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on met en perspective, la question c'est que beaucoup de présidents ont annoncé la fin de la France-Afrique. À commencer par lui d'ailleurs. À commencer par lui, évidemment. Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. l'ont tous annoncé. Mais ça ne tient pas que au narratif du président de la République. Il y a aussi des entreprises. Il y a beaucoup d'autres choses qui participent de ce phénomène de France-Afrique. Et c'est dû aussi au fait que les questions africaines ont toujours été institutionnellement, en tout cas, traitées plutôt par l'Élysée, par le président et l'exécutif, ce qui a pu effectivement parfois, c'est devenu un domaine réservé, un précaré français, et parfois c'est un peu obscur au niveau ne serait-ce qu'institutionnel de savoir comment sont traitées ces questions. Alors Jean-François Akanji-Kombe, est-ce que vous pensez que la politique française est plus claire aujourd'hui que Emmanuel Macron, finalement, il a su convaincre ? En parlant à partir de la position qui est la mienne, c'est-à-dire en tant que centrafricain, je me refuse en réalité à porter un jugement global sur ce qui est en fait un processus interne de définition d'une politique d'un pays. C'est la France. La France aujourd'hui, par la voix d'Emmanuel Macron, a annoncé la couleur. Maintenant, il appartient aux États africains, au gouvernement africain, mais aussi aux sociétés, parce que ce sont des sociétés plurielles, nos sociétés, de pouvoir bâtir des propositions, une vision de l'Afrique et des projets qu'ils vont affronter avec ce que Emmanuel Macron a présenté hier. Je prends simplement, j'accueille plutôt favorablement en tant que centrafricain, d'abord le changement de ton. Le changement de ton, l'annonce de l'humilité, on attend la pratique, bien sûr. Il l'avait dit lors du discours de l'Élysée. Lors du discours de l'Élysée, et aussi comme élément positif, cet élément qui consiste à dire nous sommes prêts à assumer que nous défendons le langage de la franchise, nous défendons des intérêts en Afrique, mais précisément, nous sommes dans un monde où il faut que nous construisions hors de toute, de tout sensationnalisme, que nous construisions des solutions qui correspondent à nos sociétés, à nous, et nous, en tant que Centrafricains, au Conseil de résistance et de transition, nous avons des combats à mener en tant que Centrafricains. Et ces combats, ce sont les combats des Centrafricains, pas le combat de la France. Mais nous avons aussi à nous mettre à la table avec la France pour discuter plus clairement. Et c'est ce qui est peut-être souhaitable à partir de ce discours. Oui, pour votre part, mais c'est un peu compliqué en ce moment la position de la France en République centrafricaine avec les Wagner, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais je parle là, c'est un discours qui s'intéresse à l'Afrique dans son ensemble. Et moi, en tant que centrafricain, je ne peux pas me désintéresser du sort de l'Afrique parce que nous dépendons, nous sommes même le cœur de l'Afrique. En langue sango centrafricain, on dit « Bé Africa », c'est-à-dire le cœur de l'Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique, nous devons battre, et l'Afrique bat aussi au rythme de ce que nous sommes. Mais l'Afrique dans son ensemble, c'est compliqué parce que Sonia Le Gouriellec, vous l'expliquez souvent,
L'Afrique est vue comme un pays, c'est un pays continent, alors qu'il y a 55 pays, et c'est une sorte de fourre-tout, c'est horrible à dire, mais c'est presque ça. C'était un petit peu l'idée, ce que je voulais démontrer justement. Alors là, vous avez des gens qui nous regardent un peu partout dans le monde, mais quand on regarde le grand public français, l'Afrique, c'est un grand tout. Il se passe toujours des famines, des guerres, de la pauvreté, et il n'y a pas d'autre discours. Et en fait, pour écrire ce livre, je me suis appuyée sur les propos de Chimamanda Adichie, qui est une romancière nigériane, qui explique que, oui, il y a des choses vraies, mais en fait, il y a une autre histoire. Il ne faut pas avoir une histoire unique de l'Afrique. Et c'est ce que j'essaye un peu de démontrer, et surtout de comprendre qu'est-ce qu'on sait sur l'Afrique, le grand public, qu'est-ce qu'il sait sur l'Afrique, comment il le sait, et donc comment rectifier le tir, entre guillemets. Il y a des Afriques, il y a des histoires, il ne se passe pas que des crises et des guerres, etc. Et c'est aussi ça qu'il faut raconter. Mais effectivement, si le traitement médiatique général dans les grands médias réduit la part de l'Afrique... Alors même vous parlez des médias en français notamment, et vous faites ce constat où finalement on parle très peu de l'Afrique, et sur des sujets... Alors, très précis, notamment le Sahel. Ça a été très... Alors, pour la France, le Sahel, mais occidentaux aussi. Les États-Unis ne parlent pas beaucoup non plus de l'Afrique, la Grande-Bretagne non plus. Donc, c'est assez général, en tout cas à l'Occident. Je n'ai pas fait d'études pour la Russie, la Turquie ou d'autres pays. Il faudrait aller voir plus près, mais on pourra en reparler. Mais je pense que pour l'Occident, oui, c'est assez limité. Alors même que on a des liens historiques, sociaux, on a des diasporas dans notre pays, alors même que c'est 17% de la population mondiale, eh bien le traitement de l'Afrique est autant que l'Océanie et l'Australie. Alors vous qui vivez en France depuis longtemps, Jean-François Akanji-Combé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez effectivement qu'on survole l'Afrique et même que vos élèves ou les personnes que vous connaissez finalement ne connaissent pas grand-chose ni à l'Afrique ni à la République centrafricaine? C'est une évidence, c'est une évidence même frappante qu'on survole l'Afrique au rythme de l'actualité, qui est une actualité souvent atroce, de massacres, de troisième mandat, de coups d'État constitutionnels ou de coups d'État militaires. On survole l'Afrique de cette manière-là, et je trouve qu'il est bon que les diasporas qui sont en Europe, notamment, ou qui sont à l'extérieur, puissent véhiculer un autre narratif de l'Afrique. Mais ceci vaut aussi pour l'Afrique. Parce que l'Afrique est plurielle, et nous sommes dans un monde qui est mondialisé avec une jeunesse qui est plutôt attirée vers ce qui est mondialisé que vers ce qui constitue les spécificités, les traditions africaines. Vous mentionnez tout à l'heure le Sahel. Dans mon activité professionnelle, l'enseignement du droit constitutionnel par exemple, j'explique aux étudiants que l'État est né au Sahel et la Constitution, la notion de Constitution est née au Sahel bien avant l'Europe. Avec la charte de Kourou-Kanfouga, par exemple. Ce sont des choses que nous avons besoin de travailler en dehors de toute passion en Afrique. Monter des équipes de recherche, des jeunes qui s'occupent de ressortir ces éléments-là. Et sur cette base-là, nous pouvons bâtir des institutions qui seront durables. Si nous ne faisons pas ce travail-là, nous pouvons reprocher aux autres de ne pas voilà, que ce soit dans les deux sens. Il faut que nous fassions le travail de réappropriation de nous-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire en Centrafrique, notamment. Alors, Sonia Le Gouriellec, le titre de votre livre, c'est vrai qu'on se dit qu'il renvoie à un célèbre discours, celui de Nicolas Sarkozy, évidemment. C'était en 2007, il affirmait à cette occasion que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. D'ailleurs, j'avoue que j'apprends aujourd'hui que la Constitution est née au Sahel. C'était vraiment l'envie de battre en brèche cette idée? Oui, c'était d'y revenir. Alors, pourquoi l'Afrique est entrée dans l'histoire sans nous? Effectivement, ça répond au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, qui avait beaucoup choqué. Et en même temps, je me souviens d'un historien, Pierre Boilet, qui disait, dans un sens, c'est révélateur aussi d'un inconscient des élites françaises, de leur image et des représentations qu'ils ont du continent africain. Lorsque Nicolas Sarkozy a dit cela, celui qui a rédigé ce discours était sincère en un sens sur ce qu'il pensait, et ça révèle quelque chose de nos élites, il me semble. Mais après, 10 ans après, il y a le discours de Ouagadougou, donc qui était vers la jeunesse, un autre président, Emmanuel Macron, qui voulait parler à la jeunesse. Est-ce que ça avance finalement cette vision de la jeunesse, comme vous l'avez dit, la jeunesse africaine? Alors, Emmanuel Macron le dit dans son discours, qu'il y a des choses qui ont été lancées depuis Ouagadougou et qu'il faut encore du temps pour en voir les répercussions. Alors effectivement, on a vu qu'il a beaucoup axé sa politique sur les diasporas, la jeunesse, parce qu'il y a un écart de plus en plus grand entre un recul de la démocratie dans beaucoup de pays africains et une jeunesse qui a un appel à la démocratie, qui est mondialisée, comme vous l'avez dit, et qui va sur les réseaux sociaux, voit ce qui se passe ailleurs. Il y a un écart de plus en plus important avec cela. Donc le président de la République doit à la fois parler à cette jeune
assez jeune. En même temps, rassurer les partenaires traditionnels. Et là, on le voit, il appelle à une forme de rupture. Et en même temps, il va d'abord au Gabon et en République démocratique du Congo. Et au Congo. Et donc, on voit ce fameux en même temps, effectivement, qui a toujours ce... Alors, en relation internationale, on dirait qu'il y a une contradiction entre cet appel à une politique réaliste, des théories réalistes en relations internationales, c'est-à-dire l'importance des intérêts. Il rappelle, la France a des intérêts, ce qui est en rupture aussi avec ce que François Hollande disait. On vient au Mali parce qu'on n'a pas d'intérêt, c'est des amis, etc. Maintenant, on le reconnaît et on l'assume. Maintenant, on reconnaît, et il faut, parce qu'il y a toujours des suspicions derrière les actes de la France. Donc, il faut le dire, la France, comme tous les autres États, a des intérêts. Et dans le même temps, eh bien, on a encore cette pensée libérale, idéaliste en relations internationales, qui fait prévaloir certaines valeurs éthiques, etc. Donc, on appelle à la démocratie, au respect des droits de l'homme, mais dans le même temps, on reçoit le fils d'Éby à l'Élysée. Alors, il y a un choix que j'ai trouvé intéressant dans le discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui consiste à dire les droits de l'homme et la démocratie, ça fait maintenant partie du panier des intérêts de la France. Ça change un peu le discours qui était un discours universaliste, donneur de leçons, etc. Je le dis parce que là où nous sommes en tant qu'Africains, nous devons nous saisir de ce discours-là comme un levier pour l'action demain. Et donc, il y a dans ce discours un certain nombre d'opportunités pour bâtir d'autres formes de coopération et donc prendre au mot Emmanuel Macron et la France et dire vous avez dit ceci, vous avez promis ceci, nous sommes là. Est-ce que la perte d'influence n'est pas déjà là? C'est-à-dire qu'on voit que même en République démocratique du Congo, alors c'est peut-être effectivement instrumentalisé, mais ce sentiment anti-français. L'influence traditionnelle, cette perte d'influence, peut-être même qu'il faudrait s'en réjouir parce que c'est cette perte d'influence qui nous conduit aujourd'hui à revisiter la politique française. Mais sur votre question, il y a deux choses en Afrique qu'il ne faut pas confondre. Il y a, me semble-t-il, en République centrafricaine, comme dans les autres pays d'Afrique, une exigence. La jeunesse africaine est aujourd'hui exigeante à l'égard de la France, à l'égard des autres. Et il y a autre chose, qui est la manipulation de cette exigence proprement africaine pour faire autre chose. Et ça, c'est un élément contre lequel nous-mêmes, nous devons nous battre. Parce que c'est notre voix qui doit être entendue, pas les intérêts des autres. Voilà, écoutez, merci. Alors, il y a plein de choses que vous abordez, Sonia Le Gouriellec, dans ce livre. Effectivement, la vision d'une Afrique fantasmée, tous les stéréotypes. Donc, vraiment, je conseille la lecture de ce livre. Pourquoi l'Afrique est entrée dans l'histoire sans nous, sans les Occidentaux. Vraiment à recommander. Merci encore d'être venus sur ce plateau à tous les deux.